tu n'as pas le sens des réalités, tu habites dans La La Land. Tu es dans, voilà, vous connaissez la fameuse phrase de Philippe Labro, la vie n'est pas une comédie musicale. Bon, bah, c'est un peu ça. Toi, tu te crois, voilà, tu as la tête dans les nuages. Et en même temps, ce film est une ode à une déclaration d'amour à la ville de Los Angeles. Los Angeles qui est LA pour les Américains, donc c'est LA Land. Donc vous savez que maintenant, suite au succès du film, il y a des tournées proposées par les agences touristiques à Los Angeles, des tournées La La Land. On va voir tous les endroits où le film a été tourné. Comme il y a depuis le film de Jean-Pierre Jeunet sur Amélie Poulain, il y a des tournées Amélie Poulain en France, à Paris, où les cartes de touristes vont en pèlerinage dans tous les lieux de tournage. Donc, il réussit à faire produire ce film. Il réussit à ce que deux stars hollywoodiennes d'aujourd'hui, Ryan Gosling et Emma Stone, fassent partie de la distribution, ce qui rend le projet financièrement tout d'un coup beaucoup plus important. Donc, son rêve après ce petit film indépendant tourné en noir et blanc qui était Guy et Madeleine, La La Land, c'est un hommage aux grandes comédies musicales des années 50 en cinémascope, en technicolor, mais revisité à la manière de Jacques Demy, c'est-à-dire que toutes les grandes comédies musicales américaines dont je vous ai montré soit des extraits, soit que j'ai programmé dans cette rétrospective, ont été tournées en studio. Et là, il s'est dit, mais je vais faire comme Jacques Demy, c'est-à-dire que je vais utiliser la ville de Los Angeles comme un studio. Comme Jacques Demy a utilisé Cherbourg, a utilisé Rochefort, et les a repeints pour en faire une sorte de grand plateau pour accueillir ces films musicaux. Et alors, mais pour ça il ne s'agissait pas d'improviser. Il y a eu des années de travail où ils essayaient de monter le financement du film, et en même temps, ils ont mis au point la production de ce film, parce que c'est très compliqué de produire une comédie musicale aujourd'hui à Hollywood. C'était beaucoup plus facile au temps des grands studios, où tout le monde était sous la main et payé à la semaine, finalement, que ce soit devant ou derrière la caméra. Mais aujourd'hui, ça voulait dire que pour faire un film, il fallait réunir l'équivalent d'un studio de cinéma. C'est-à-dire qu'ils ont loué des entrepôts à Los Angeles pour en faire une sorte de studio temporaire. Et c'était au même endroit que tous ceux qui participaient, tous les créateurs qui participaient à ce film, se sont réunis pour le concevoir ensemble. Parce que je pense que ça, tous les réalisateurs et tous ceux qui ont participé à des comédies musicales le savent, et c'est ce qui est raconté d'ailleurs dans certains de ces films, comme d'ailleurs Chantons sous la pluie, que c'est un travail exceptionnel de collaboration. Vous avez les scénaristes d'un côté qui travaillent à écrire l'histoire. Vous avez d'un autre côté des auteurs de chansons qui composent et qui écrivent les paroles. Vous avez un chorégraphe ou une chorégraphe qui est également une sorte d'auteur, de co-auteur du film. Vous avez la mise en scène, vous avez les décors et les costumes qui doivent accueillir justement ce chant et cette danse de manière cohérente. Donc toutes ces personnes-là, le chef opérateur, qui doit comprendre comment cadrer et comment éclairer et comment filmer le chant et la danse pour que ça ait une impression de cohérence à l'écran, tout ça est absolument vital. Et à la tête de ça, c'est vrai qu'il est indispensable d'avoir une vision globale qui est celle du metteur en scène. Et alors pour Damien Chazelle, il dit la chose la plus importante, il y a deux choses qui sont essentielles pour réussir une comédie musicale. Il dit la première chose, c'est la transition. C'est-à-dire la transition entre les parties non musicales et les parties musicales. Si vous vous plantez, là, le film sera raté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit vous donnez un signal et puis le public est prêt à recevoir un numéro musical au milieu de l'action, ou soit vous le faites de manière complètement fluide et imperceptible que des gens qui sont en train de marcher ou de parler se mettent tout d'un coup à chanter et à danser. Donc il a vraiment placé une importance énorme
dans la conception de son film à toutes les transitions entre les parties dialoguées et les parties musicales. Et deuxièmement, ce qu'il disait, c'est il est indispensable que le spectateur, il y a une sorte de contrat qui est passé avec le spectateur. Et d'où l'importance du premier numéro musical du film. Parce que c'est à ce moment-là que le public, même le public qui ne s'y attend pas trop, va se dire « Ah, je suis en face d'une comédie musicale ». Si on attend trop longtemps, si on installe trop d'action avant qu'il y ait la première danse ou la première chanson, eh bien, le public qui pensait qu'on allait vers une certaine direction, tout d'un coup peut être heurté, peut sortir du film parce qu'il va avoir l'impression d'une intrusion, d'une interruption de l'action à cause d'une chanson ou d'une danse. Et donc tout ça, il l'a vraiment très soigneusement préparé, et ensuite il a été attentif à faire des plans séquences, c'est-à-dire des très longs plans qui suivent les interprètes comme s'ils étaient partenaires de la caméra, ou que la caméra était partenaire des deux interprètes qui ont pris des leçons intensives, parce que ce sont eux qui chantent et qui dansent. On sait très bien que Ryan Gosling et Emma Stone ne sont pas des chanteurs et des danseurs professionnels. Lui, ce qu'il voulait, Damien Chazelle, c'est de montrer que n'importe qui, vous ou moi, si on est transporté par un certain sentiment, certaines émotions, on est capable de chanter et de danser. C'est ça qui lui importait. La chose en revanche qu'il voulait, c'est comme le personnage de Ryan Gosling est un pianiste, il voulait qu'il s'entraîne vraiment parfaitement pour que ses numéros de piano soient au moins plausibles lorsqu'ils sont à l'écran. Et Ryan Gosling l'a fait avec tellement d'acharnement que finalement on a licencié le pianiste qui devait le doubler, et c'est lui qui interprète ses propres morceaux de piano à l'image. Et il y a une chose que Damien Chazelle raconte aussi, c'est qu'il avait dessiné pour son équipe un graphique avec les abscisses et les ordonnées, et c'était un graphique où on voyait toute la progression de son film. Entre, en haut, vous aviez le summum d'imaginaire, et en bas, vous aviez le réel. Et en fait, le graphique du film, la progression du film, c'était les pics de réel et d'imaginaire. Les pics les plus élevés se situant au moment où il y avait des numéros musicaux, et entre les numéros musicaux, on redescend vers le réel. Et ça, il a été très attentif à construire son film en fonction de ces pics. C'est pour ça que quand on me dit comédie musicale, mais West Side Story, c'est pas une comédie musicale, c'est pas une comédie. Il y a Une étoile est née, Starlight Band, ça n'est pas une comédie non plus. Mais il y a des moments dans ces films-là où l'imaginaire, souvent lié au transport amoureux, ou parfois lié à la violence aussi, parfois l'agressivité des personnages envers d'autres personnages, s'exprime. Elle n'est pas contenue, elle s'exprime, elle se libère grâce aux numéros musicaux, au chant et à la danse. Et à un moment donné, les personnages sont amoureux, donc ils peuvent entrer dans un univers de comédie musicale. Et lorsqu'ils ont plus de problèmes, eh ben, il y a moins de chant et moins de danse. Donc voilà, ce sont des choses dont on pourra rediscuter autour d'un vin chaud tout à l'heure, mais en attendant,